Les droits de l'homme, on a vu en Belgique. On a vu en Belgique. Il y a des gens qui dorment avec des bébés depuis 4 mois dans la rue, dans le château là qui est à Bruxelles, où on va demander l'asile politique. Mais les Ukrainiens sont arrivés le même jour. On a trouvé des centres d'hébergement de maisons, pendant que des Afghans, des Africains sont là avec des bébés pendant près de 4 mois. Ils font la queue, ils dorment à même les trottoirs. Le problème de la Russie, ce n'est même pas les Congo-Brazza, c'est juste être à côté de la République démocratique du Congo, le moment venu, lorsqu'on va dépecer l'éléphant. Si l'éléphant ne se défend pas, le moment venu qu'ils puissent qu'ils puissent se trouver devant la porte de la maison pour rentrer facilement. De quoi ils vont parler? Ils vont parler de l'hégémonie occidentale dans le monde. Ils vont parler de ce que la Russie peut réapporter. Je dis bien réapporter au Congo-Brazzaville, dont on sait qu'à une certaine époque, à l'époque du président Marien Ngouabi, était très proche de la Russie. Bon, la Russie va démontrer au Congo-Brazza que vous êtes francophone, vous êtes avec les Français, avec les résultats que l'on connaît, mais cela ne vous empêche pas, au nom de vos intérêts, vous êtes un État, d'avoir une politique étrangère diversifiée. Vous ne devez pas être prisonnier d'un camp. Vous avez la possibilité, au gré de vos intérêts, d'ouvrir, d'être ami avec tout le monde. Maintenant, le problème se posera, ça, les Congolais de Brazza avec le président Sassou Nguesso s'en rendra compte, le problème se posera lorsque l'amitié Congo-Brazzaville-Russie va commencer à gêner la France. Nous ne sommes pas dans un mariage Oui, mais monogamique. évidemment, mais nous savons que cette visite intervient au moment où il y a quand même un rideau de fer entre la Russie et le monde occidental, donc notamment la Russie contre la France, déjà de ce qui se passe au niveau du Mali. Et qu'aujourd'hui, Sergueï Lavrov soit reçu à Oyo en plus, comment est-ce que la France pourra apprécier cette visite? Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes bien sur TLR TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro du droit de savoir. L'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a également pour conséquence la redéfinition de la carte géopolitique et géostratégique du monde. Après, bien sûr, le voyage de Biden au Moyen-Orient, Poutine en Iran, ce 24 juillet 2022, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, est attendu au Congo, au Brazzaville. 48 heures bien après, c'est le président français Emmanuel Macron qui entamera sa tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. C'est la réelle politique. On en parle aujourd'hui avec mon invité, M. Karine Maïzo. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour Christian Perrin, bonjour à tous les web téléspectateurs de TLR TV. Merci de nous suivre. En tout cas, merci et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Alors, Monsieur Karine Maïzo, vous le savez, comme tout le monde, le conflit en Ukraine est en train de redessiner la carte géopolitique, je l'ai dit tout à l'heure, et géostratégique du monde. À quoi pourra-t-elle ressembler, cette carte? Disons que s'il faut faire une précision, ce n'est pas les conflits en Ukraine qui redessinent la carte géopolitique du monde, mais les conflits en Ukraine est la conséquence de cette réorganisation de la carte géopolitique du monde. Souvenez-vous qu'après la chute du mur de Berlin, que lorsque le bloc soviétique s'est effondré, l'OTAN s'est comportée avec les États-Unis en superpuissance hégémonique, sans partage et sans état d'âme. Et la tendance, c'était de grignoter les parts qui revenaient à l'ex-pacte de Varsovie, petit à petit, et d'encercler cette grande puissance militaire endormie qui était la Russie, en même temps que l'on surveillait la montée de la Chine de l'autre côté. Alors, lorsque le président Poutine s'est rendu compte que les dangers s'approchaient de ses frontières, il a fait les discours de Munich où il a mis sur la table le problème. Mais apparemment, les Occidentaux, grisés par les superpuissances, disons hyperpuissances, grisés par les succès, grisés par la puissance de leur économie, n'ont pas voulu entendre raison et ont continué à avancer en encerclant petit à petit la Russie. Alors, il y a eu quelques événements qui ont montré à la Russie qu'il était temps que la Russie se défende.
D'abord, c'était l'assassinat de Kadhafi qui n'était pas prévu. C'était juste que, bon, voilà, on allait le mettre peut-être hors d'état de nuire, entre guillemets, mais on n'allait pas le tuer. Donc, la Russie se rend compte qu'on tue Kadhafi. Or, Kadhafi, c'était des très grandes réserves de pétrole et c'était un pays assez proche de l'URSS. D'où, du coup, la Russie a compris qu'il ne faut surtout pas lâcher Bachar el-Assad. Parce que lui, il est à la tête d'un pays qui est géostratégiquement bien situé. Et si la Syrie tombait, l'Iran va tomber. Et si l'Iran tombe, tout le flanc sud de la Russie devient très vulnérable et ce pays n'aura pas la possibilité d'avoir accès à certaines mers et à exporter son pétrole ou son gaz par des voies autres que, par exemple, le Nord Stream 1, où il ne lui restera que l'Asie, genre du côté de la Chine comme débouché pour voilà, exporter ses matières premières. Donc, du coup, la Russie s'est sentie dans l'obligation de défendre la Syrie et en même temps qu'il avait un coup d'œil sur l'Iran et essayait d'organiser sa diplomatie par rapport à ces pays extrêmement ambigus qu'est la Turquie, membre de l'OTAN, mais snobé un peu dedans parce que n'étant pas un pays de l'OTAN, de la population blanche, entre guillemets, un peu snobé, alors qui jouait à un jeu assez trouble, membre de l'OTAN, mais tantôt ennemi, tantôt ami avec la Russie. Donc, la guerre de l'Ukraine, c'est juste le summum de cette redéfinition de la carte géostratégique mondiale. Mais cette affaire ne s'arrête pas que au niveau de l'Ukraine, Russie, comme on le voit. C'est lui qui veut gagner la guerre géostratégique, géopolitique demain, doit avoir une bonne économie, doit avoir de bons scientifiques, doit avoir une bonne armée, une armée puissante, une armée forte, mais doit surtout avoir sécurisé les sources d'approvisionnement en matières premières qui feront que tel camp ou tel autre aura une certaine suprématie militaire. Ces matières premières qui font l'objet d'âpres combats dans le monde entre les différents pôles de puissance, les différents pôles de puissance, c'est-à-dire je pense au bloc occidental, je pense à la Russie, je pense à la Chine. Ces matières premières, c'est l'uranium, les terres rares, les cobaltes et les coltans, pour ne citer que ceux-là, sans oublier d'autres sources d'approvisionnement. Et ça se Mais trouve en Afrique. quel est donc l'intérêt pour l'OTAN de vouloir la disparition, par exemple, de la Russie? Pour qu'il ne doit pas y avoir 2 mètres dans un même marigot. Comme Et ça, on va donc, dicter au continuer à monde. garder un monde unipolaire, c'est cela? Oui, un monde unipolaire où tout le monde sera obéissant et ça leur permettra de gérer le monde à leur guise et d'avoir toute la puissance économique concentrée entre leurs mains, ce qui permettra au monde entier de n'être que la périphérie et aux pays occidentaux d'être les centres. Or, si vous regardez la théorie économique de la périphérie et du centre, la périphérie, c'est juste la main-d'œuvre, vous êtes au service du centre, et le centre garantit son niveau de vie. Imaginez-vous aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête, mais je sais qu'un Américain, sauf erreur de ma part, ça peut se jouer à quelques centaines près, un Américain consomme à peu près 2800 calories par jour. Imaginez-vous qu'un Chinois atteigne le même niveau de vie, nous allons manquer les ressources. Lorsqu'un Américain dépense, je crois, je ne sais pas moi, combien de litres d'eau par jour et produit, je crois, 13 kilos de déchets par jour, si les Chinois atteignaient le même niveau. Donc, leur calcul à eux, c'est ils doivent continuer à polluer, ils doivent continuer à garder leur niveau de vie, à consommer la même quantité de calories, à produire la même quantité de déchets, à dépenser la même quantité d'eau par habitant et par jour, en demandant aux autres de serrer la ceinture et d'avoir un niveau de vie toujours assez bas, parce que si les autres atteignaient le même niveau de vie que les Occidentaux, ben, comme le monde ne tiendra pas, c'est aux Occidentaux de faire un effort, de baisser leur niveau de vie. Alors, pour garder ce niveau de vie, il faut vivre dans un monde unipolaire et hégémonique. C'est ce qui est en train de se faire et c'est ce que les Russes et les Chinois... Est-ce que ce monde unipolaire est encore, va encore vivre longtemps face à la montée de la Chine, la Russie, l'Inde et... Non, c'est impossible. C'est impossible que ce monde continue parce que c'est un monde tellement injuste
qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, c'était un monde tellement injuste que les autres puissances se sont levées en disant, oui, oh là, stoppez-vous là, nous sommes là, nous existons, nous voulons un monde multipolaire, pas un monde unipolaire, et l'ordre politique, l'ordre mondial occidental est en train de vivre ces derniers soubresauts. C'est à conjuguer au passé. Personne ne pourra plus jamais brider la Chine. Dans quelques années, moins de 10 ans, la Chine sera la première puissance économique du monde. Et là, actuellement, la Chine est devenue déjà la première puissance militaire maritime au monde. Hein. Ils ont plusieurs frégates et tout ça. Bon, même s'ils ont moins de porte-avions que les États-Unis, mais ils en ont quand même déjà un. Et la Chine est une puissance spatiale, incontestable. Je crois que ce sont les seuls à avoir réussi à atteindre la face cachée de la Lune. Et aujourd'hui, petit à petit, la Chine est en train de s'imposer. La Russie, on peut accuser la faiblesse de son économie, mais sur le plan militaire, c'est une puissance redoutable. Et il faut en tenir compte. Et ils vont se servir de cette puissance du moment qu'ils ont des scientifiques, qu'ils ont les matières premières, qu'ils ont les territoires. Ils vont se servir de cette puissance militaire pour imposer le respect et se protéger, et en même temps qu'ils vont construire une économie solide. Donc, pour moi, les choses sont entendues. L'ordre mondial occidental se termine. Le monde unipolaire, dites-vous, c'est terminé. Est-ce que c'est ce qui peut aussi justifier finalement la position de l'Afrique, par exemple, lors du vote de la résolution contre la guerre en Ukraine? Les Africains se sont abstenus et dernièrement, c'est Volodymyr qui voulait aussi s'entretenir, c'est-à-dire par visioconférence avec les chefs d'État africains. Pratiquement tout le monde a déserté, en dehors des 3 qui ont eu la conversation avec Zelensky. Est-ce que c'est ce qui justifie la position africaine aujourd'hui, qui pense que, bon, trop c'est trop, elle a été trop marginalisée, trop dominée, que maintenant, là, il faut qu'elle prenne ses responsabilités? C'est un début de prise de conscience, mais vous savez, en relations internationales, ce qui compte, c'est d'abord les intérêts. Bon, on a été avec un partenaire qui nous a chanté toutes sortes de belles chansons aux oreilles. Les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est des guerres partout, c'est la pauvreté, c'est les humiliations. On vous asphyxie sur le plan économique. Et lorsque les populations s'enfuient pour se réfugier chez eux, ils ferment leurs frontières. On ne vous donne pas de visa pour un oui ou pour un non. J'ouvre juste une parenthèse. Une Oui, tout chanteuse à fait. On a vu mondialement connue d'ailleurs le comme drame Yemi de Alade, Mélina, oui. Yemi Alade, qui devait se rendre dans un festival que je connais pour l'avoir couvert une dizaine de fois pour Radio France Internationale, Nuit d'Afrique. Bon, il n'y a pas de visa parce qu'on craint qu'elle s'installe au Canada. Vous voyez, ce genre d'humiliation, c'est des choses qui ne passent plus. Donc, les Africains se disent, c'est leur guerre à eux, pourquoi on doit nous embarquer à tout moment, voter dans un sens tout comme dans un autre. Bon, beaucoup de pays africains aussi se souviennent du rôle historique qu'a joué la Russie aussi dans la libération ou derrière certains mouvements de libération nationale. Ça, beaucoup de pays africains n'ont jamais oublié. Donc, du coup, ils se disent, nous sommes avec les Occidentaux, mais on ne peut pas aussi se montrer ingrat vis-à-vis des Russes. Donc, du coup, comme nous sommes avec les Occidentaux, mais on ne peut pas être ingrat et que cette guerre ne nous concerne pas, nous ne faisons que subir des effets collatéraux. La moindre des choses, à défaut d'avoir une position courageuse de voter, par exemple, pour la Russie, beaucoup de pays africains ont préféré s'abstenir. Mais l'autre calcul qui se cache derrière cette affaire, c'est tout simplement que les Occidentaux ont tendance à rappeler à certains dirigeants africains démocratie à géométrie variable, respect des droits de l'homme, lorsqu'ils cherchent à vous faire signer des contrats léonins, et que les recours efficaces peut être la Russie, donc on ne crache pas sur un recours futur. Les gens ont vu un peu comment ça se passe en Centrafrique et au Mali. Si les présidents centrafricains et le président Goïta du Mali ont un peu de superbe, c'est parce que derrière, ils savent qu'ils ont une puissance sur qui compter. Donc, du coup, les autres voient cet exemple, ils se disent, voilà, on est avec les Occidentaux, mais on y va mollo-mollo avec les Russes parce qu'on ne sait jamais quand ça va barder. On peut toujours avoir une espèce de filet de sécurité, le dernier recours. Parce qu'au niveau de la Chine, les recours, c'est souvent financier et monétaire, mais sur le plan militaire, la Chine ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures de ses partenaires, sauf que ça commence aussi à évoluer
avec la base militaire qu'ils ont installée à Djibouti, c'est quand même un message que bientôt, on verra l'armée chinoise dans certaines villes africaines. Cela n'est pas exclu, mais jusqu'à preuve du contraire, la Chine ne s'immisce pas directement, tandis que la Russie peut le faire. Donc, du coup... Est-ce que c'est dans la même logique, finalement, s'inscrit la visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, au Congo-Brazzaville? Il est attendu ce 24 juillet 2022. Ben, la logique, c'est la logique de la redéfinition de la carte géopolitique mondiale. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est la plus grande réserve des matières premières et celui qui a l'Afrique dans sa GBCR peut garantir sa suprématie militaire et même économique parce que c'est ça, au fait, la source des matières premières stratégiques qui peuvent peser dans un sens ou dans un autre dans la puissance des uns et des autres. Donc, du coup, les États-Unis sont en Afrique avec l'Africom et l'OTAN, c'est-à-dire les camps occidentaux, en Afrique, non seulement avec les États-Unis et l'Africom, mais avec le précaré français et certaines puissances britanniques à travers les Commonwealth, sans oublier aussi les pays lusophones avec l'Espagne. Donc, c'est le camp occidental qui a l'Afrique. La Russie, qui était très proche de certains pays africains, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Bénin, ainsi de suite, la Russie, qui avait perdu pied, est en train d'envoyer un message « Russia is back », en train d'envoyer un message. Et la Russie a compris que la façon dont fonctionne le monde, il faut être capable de fabriquer les armes les plus sophistiquées. Or, pour les fabriquer, il faut avoir des matières premières. Les matières premières se trouvent où? Ça se trouve en Afrique. Les Américains sont en Afrique, l'OTAN est en Afrique avec les Américains, les Français, les Britanniques et les Espagnols. Et les Russes aussi doivent revenir en Afrique. Mais quand on dit l'Afrique, c'est toute l'Afrique, mais surtout le plus grand ou la plus grande réserve de matières premières en Afrique, la République démocratique du Congo. Les Américains sont au Congo, ils sont au Rwanda, ils sont en Ouganda, et leurs alliés, les Français, sont au Congo, ils sont, par exemple, en République centrafricaine, au Congo-Brazza, les lusophones sont en Angola, les Commonwealth, donc les anglo-saxons, sont en Oui, Zambie. mais le problème, c'est que, par exemple, la visite de Sergueï Lavrov au Congo-Brazzaville, nous savons que le Congo fait partie de ce qu'on a toujours appelé le précaré français. Est-ce qu'on peut penser que c'est là un pied de nez contre la France? Le problème est un peu plus complexe, hein, parce qu'en relation internationale, il ne faut jamais oublier ce qui compte le plus, c'est d'abord les intérêts. Parce que la Russie, en se positionnant là, il se dit tout simplement que bon, parce que n'oubliez pas, la Russie a un petit pied au Burundi. On ne le dit pas souvent, mais le lorgne un peu vers les Burundi. La Russie est en République centrafricaine, mais dans une cohabitation exiguë avec les Rwandais, donc les Américains. Donc la Russie s'est dit que se positionner sur le plan ouest de la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, ça serait déjà une bonne chose. C'est ça la première raison de la visite de Sergueï Lavrov au Congo-Brazzaville. Oui, mais de quoi peuvent-ils parler, par exemple, Sergueï Lavrov et Denis Sassou Nguesso? C'est vrai que, bon, le Congo a le pétrole, on le dira, des minerais et autres, mais la Russie en a aussi beaucoup. De quoi peuvent-ils parler lors de cette visite-là? Le fait que la Russie ait beaucoup de minerais ne l'empêche pas d'aller en chercher d'autres. Les États-Unis, c'est un des plus grands producteurs pétroliers au monde, mais on voit comment il fait des pieds et des mains pour avoir toujours un pied dans le Moyen-Orient, extrêmement grand producteur de pétrole. Donc, les richesses, on ne s'en lasse jamais, même si on a des richesses, on peut toujours aller en chercher, d'autant plus que les terres rares, les coltans, l'uranium et tout ça, la Russie n'en a pas, et la Russie en a besoin en République démocratique du Congo. Le problème de la Russie, ce n'est même pas les Congo-Brazza, c'est juste être à côté de la République démocratique du Congo, le moment venu, lorsqu'on va dépecer l'éléphant. Si l'éléphant ne se défend pas, le moment venu qu'il puisse qu'il puisse se trouver devant la porte de la maison pour rentrer facilement. De quoi ils vont parler? Ils vont parler de l'hégémonie occidentale dans le monde. Ils vont parler de ce que la Russie peut réapporter. Je dis bien réapporter au Congo-Brazzaville, dont on sait qu'à une certaine époque, à l'époque du président Marien Ngouabi, était très proche de la Russie. Bon, la Russie va démontrer au Congo-Brazza que vous êtes francophone, vous êtes avec les Français, avec les résultats que l'on connaît, mais cela ne vous empêche pas, au nom de vos intérêts, vous êtes un État,
d'avoir une politique étrangère diversifiée. Vous ne devez pas être prisonnier d'un camp. Vous avez la possibilité, au gré de vos intérêts, d'ouvrir, d'être ami avec tout le monde. Maintenant, le problème se posera, ça, les Congolais de Brazza avec le président Sassou Nguesso s'en rendra compte, le problème se posera lorsque l'amitié Congo-Brazzaville-Russie va commencer à gêner la France. Nous ne sommes pas dans un mariage Oui, mais monogamique. évidemment, mais nous savons que cette visite intervient au moment où il y a quand même un rideau de fer entre la Russie et le monde occidental, donc notamment la Russie contre la France, déjà de ce qui se passe au niveau du Mali. Et qu'aujourd'hui, Sergueï Lavrov soit reçu à Oyo en plus, comment est-ce que la France pourra apprécier cette visite? La France l'appréciera très mal et d'ailleurs, le Quai d'Orsay suit avec attention cette visite. Sauf qu'en matière de relations internationales, nous ne sommes pas dans un mariage monogamique où l'homme ou l'épouse ou l'époux va exprimer toute sa jalousie à U et à Dia, tu ne parles pas avec ci, tu ne sors pas les soirs, tu ne fais pas ci. Les pays sont indépendants et souverains, ils traitent avec qui ils veulent. Ben, si, à l'issue de cette rencontre, la France se rendait compte que ce qui s'est fait avec la Russie se fera sûrement au détriment de la France, vous allez entendre les Quai d'Orsay monter au créneau. Pour le moment, tant que c'est une coopération d'État à État, je pense qu'il n'y a pas de raison que la France se gêne. Mais lorsque ça sera que, bon, une base militaire russe doit s'installer quelque part et que Wagner va venir avec son statut un peu ambigu pour s'installer au Congo-Brazzaville, là, ça va commencer à poser problème. Ou que Lukoil, ou je ne sais pas moi, une société pétrolière va venir partager le pétrole du Congo-Brazza avec Total ou ExxonMobil, là, les problèmes vont commencer à venir. Mais pour le moment, tant que c'est une visite de haut niveau, certes, avec cette symbolique, on l'accueille à Oyo, l'antre où on ne reçoit que des invités de marque. Si au bout de cette visite, il y a des contrats de coopération qui sont signés, appelons ça contrats de coopération normaux, entre guillemets, ça ne posera aucun problème. Mais lorsque ça sera que on va donner des blocs de pétrole aux Russes et qu'il y aura une base militaire qui va s'installer quelque part, qu'il y aura une coopération militaire qui va commencer à se mettre en place, là, on entendra la France, les États-Unis ou les cartels médiatiques occidentaux monter au créneau parce que dans leur entendement, les pays africains doivent rester des obligés, doivent rester des grands enfants qui doivent demander la permission avant de faire quoi que ce soit au papa occidental et qui n'ont pas le droit d'aller voir ailleurs. N'oubliez pas, sur le plan économique, les Congo-Brazza avaient tendance de plus en plus à voir un peu vers la Chine. Sur le plan économique, ça dérange les Occidentaux, mais ça ne gêne pas encore. Et si les Russes aussi venaient avec cette logique, coopération peut-être scientifique, des bourses, à donner des bourses d'études aux étudiants, parce qu'il y a beaucoup de Congolais de Brazza qui parlent russe, coopération, je vais dire strictement économique, ça passera. Mais dès que ça va devenir coopération militaire, dans la coopération militaire, on voit par exemple l'installation de bases, on voit par exemple l'équipement de l'armée, on voit par exemple je ne sais pas, l'entraînement de l'armée. Croyez-moi, la France va monter au créneau. Mais cette visite, ce n'est pas par hasard. C'est juste que les Russes sont en train d'envoyer un message qu'ils sont en Afrique de l'Ouest, au Mali, qu'ils viennent de débarquer en Afrique centrale par la première puissance économique de l'Afrique centrale, le Cameroun, et que le Congo-Brazzaville, dans l'histoire de la coopération russo-africaine, le Congo-Brazzaville est un pilier. Et si dans les autres pays, c'est une conquête, pour le Congo-Brazzaville, c'est une réactivation de quelque chose qui existait déjà. Donc, les Russes sont juste en train d'envoyer un message que le terrain de jeu, Oui, c'est l'Afrique, mais il faut compter avec eux. Vous avez dit réactivation de quelque chose qui existait déjà. Et nous savons que, vous l'avez rappelé d'ailleurs, la Russie a aidé beaucoup de pays africains à obtenir leurs indépendances. Et je me souviens encore de la déclaration de Sergueï Lavrov, je crois que c'était au Mali, il disait la Russie va aider les pays africains à finalement acquérir une souveraineté ou une indépendance parce qu'elle pense que certains pays africains sont encore sous la colonisation, en fait, déguisée. Ben, c'est vrai que certains pays africains, la plupart,
sont sous la colonisation occidentale, surtout les pays du précaré français. Déjà, être un pays souverain, être dans un précaré, c'est enfantin, c'est insultant, c'est infantilisant. C'est ça, même la réalité. Vous n'allez pas me dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Il y a quelqu'un qui s'amusait à dire que, à part qu'il ne chante pas la Marseillaise le matin, mais si vous regardez les bâtiments, les autoroutes, c'est Bouygues. Si vous regardez les métros, même l'ère télévision nationale, à l'époque, c'était la Sofirad. À l'époque du président Babo, l'ère président, c'était le seul en Afrique à être locataire. Le palais présidentiel, il était locataire. Mais quand vous allez côté grande distribution, c'est Carrefour. L'eau qu'ils boivent, c'est la Lyonnaise des eaux. Vous avez comme l'impression que vous êtes dans un pays indépendant, mais qu'il ne l'est pas en même temps. Les Gabons, bon, aller dire que le Gabon est un pays indépendant, c'est un euphémisme. Quand on regarde comment Elf a géré ces pays, comment Elf a pillé ces pays, comment les dirigeants gabonais étaient inféodés aux dirigeants français, c'est difficile à dire que c'est un pays indépendant au vrai sens du terme. Je me poserais la même question pour le Togo. Je peux me poser la même question pour le Mali de l'époque. Même le Sénégal. On peut se poser beaucoup de questions sur l'indépendance du Sénégal. Donc, c'est des pays souverains, entre guillemets, mais en réalité, quand on prend dans le sens large la définition du mot souveraineté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre autorité au-dessus de l'État, et on regarde la dépendance qu'ont ces pays vis-à-vis de la France, par exemple, ça pose question, ça remet en cause la définition de la souveraineté que nous connaissons. Donc, si la Russie peut leur donner une alternative pour se libérer de cette emprise ô combien étouffante de la France, c'est déjà une bonne chose. Mais le problème avec l'Afrique, ce n'est pas de quitter un maître pour rejoindre un autre maître. Ah non, bon, on est avec les Français, c'est pas bon, maintenant nous sommes avec des Américains, mais bon, on va aller voir du côté des Chinois. Non, 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 non. C'est une corde, c'est une corde. Je pense que les Africains doivent penser par eux-mêmes comment se faire respecter, comment être debout, comment être indépendant et se retrouver avec, tout en étant, avec toute sa dignité, avec tout son honneur, se retrouver dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas toujours aller chez les autres, vous êtes toujours à genoux. Oui, sa corde est trop dure, mettez-moi votre corde, mais desserrez-la un peu. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on y aille debout en disant, voilà, nous, on a des matières premières, vous avez la technologie, on va faire un partenariat gagnant-gagnant. Et, ah, mais pourquoi vous parlez avec tel? Je suis libre de parler avec qui je veux. Nous sommes dans un monde, je défends mes intérêts. Et si mes intérêts, c'est de parler avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Au fait, que l'Africain ou les dirigeants africains mettent en avant les intérêts vitaux des pays africains, d'abord en avant. Lorsqu'on commence à penser à nos intérêts vitaux en premier, cela nous amènera à aller chez les autres dans une posture de gens qui sont debout et qui savent se défendre. Mais chaque fois que nous, on sera la proie, ou on sera un facteur d'ajustement des intérêts des autres, ben on sera une simple proie, pas respectable. Vous savez, lorsque vous gavez un canard, hein, c'est pour son foie, hein, vous ne le gavez pas par amour. Ou lorsque vous préparez avec amour, je ne sais pas moi, un beefsteak ou vous le cuissez avec amour, c'est pour votre plaisir. Hein. Ce n'est pas pour le bien du beefsteak que vous allez présenter à tout le monde. Voilà comment c'est beau. Non, non, c'est pour d'abord votre palais. Et nous, en Afrique, Alors, on s'est mis dans une position d'un canard que l'on gave et on a oui, cru je qu'on comprends. le faisait par amour pour nous. Alors, on va parler donc de la tournée aussi hein, du président français Emmanuel Macron, je l'ai annoncé d'entrée de jeu, qui va commencer le 26 juillet prochain. Alors, longtemps reproché de prêcher la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Dans le même temps, la France impose, soutient et parfois fréquente, et là d'ailleurs, hein, on va le voir encore, fréquente ces régimes totalitaires en Afrique. Est-ce qu'on peut penser que le cas Mali ne sert toujours pas de leçon à la France? Ben, le cas Mali pouvait être une leçon, mais Frantz Fanon a dit que l'ennemi ne renonce jamais. Il ne renonce jamais. Il va juste changer de stratégie. Et pour la France, c'est un échec, certes, ce qui s'est passé au Mali, parce que, bon, l'Afrique ou la Franc-Afrique, la France y évoluait comme sur un long fleuve tranquille. Bon, avec ce qui s'est passé en République centrafricaine,
Hein, comment Wagner s'est retrouvé en République centrafricaine à la suite d'une erreur du président, erreur entre guillemets, François Hollande, qui a demandé au président Touadéra d'aller voir les Russes pour récupérer les quelques Kalachnikov qu'ils avaient confisqués aux rebelles. Et l'autre est allé là-bas. Bon, peut-être qu'on l'a pris pour tous ces présidents africains un peu buana-buana, sauf qu'on a oublié qu'on avait affaire à un docteur en mathématiques, quelqu'un qui a son cerveau en place. Bon, il est allé, il a négocié pour son pays. Ce que la France est en train de faire, la France est consciente que la maison brûle et qu'il faut récupérer à tout prix la maison. Il faut faire les rappels, battre les rappels de troupes et réactiver certaines choses. Dans un premier temps, la France se disait, on ne va pas se camponner qu'au précaré français, ça devient trop visible et le précaré est tellement affaibli. Il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dedans que la France commençait à perdre pied. Alors, dans un premier temps, la diplomatie ou la politique étrangère française en Afrique, c'était de diversifier les partenaires. C'est ainsi que le président Macron s'est rendu dans certains pays anglophones, tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud, et il est allé voir même du côté de l'Angola ce qu'on pouvait faire. Donc, il a déjà compris que sur le plan économique, il fallait diversifier. En même temps qu'il fallait diversifier, il ne fallait pas du tout perdre pied dans ce qu'ils appellent le précaré français parce qu'il y a eu cette montée de ce qu'ils appellent sentiment anti-français. Bon, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est sentiment anti-élite française et sentiment anti-comportement de la France en Afrique. Parce que dire sentiment anti-français, c'est embriguer la société civile française dans cette affaire en disant les Africains ne vous aiment pas, rendez-leur l'appareil. Non, les Africains aiment les Français, aiment la culture française, aiment la France, mais ils n'aiment pas la politique africaine de la France, ni l'élite française qui se comporte en Afrique en prédateur. Donc, il a compris qu'en même temps qu'il est en train de diversifier les partenaires, il faut réactiver la Franc-Afrique pour ne plus vivre ce qui s'est passé au Mali. Alors, posez-vous la question, la France a perdu le Mali. Mais comme par hasard, on dégage Barkhane, il y a des attentats mais terribles dans les camps militaires de Kati. Dans le camp militaire de Kati, oui. Oui, où habiterait le président. Et comme par hasard, il y a cette affaire des 49 militaires ivoiriens. Des mercenaires, oui. Bon, ils disent militaires mercenaires. Mais ceux qui n'ont pas la mémoire courte savent que l'assassinat de Thomas Sankara a été sous-traité par la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Donc, ça ne nous étonnerait pas que l'assassinat, peut-être futur, si cela arrivait, du président Goïta, soit téléguidé depuis la France en utilisant toujours un pays voisin dans ce sens. Et n'oubliez pas aussi, les déguerpissements, entre guillemets, du président Babo a été téléguidé par la France en utilisant le Burkina Faso. Alors, cette politique-là d'utiliser toujours les Africains entre eux, contre eux, c'est une politique qui ne passe vraiment plus. Et les Africains ont commencé un peu à comprendre le jeu et Macron revient avec la carotte pour les remettre calmement la corde au cou. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Il vient où? Il vient au Cameroun, la première puissance économique de l'Afrique centrale, le Cameroun qui est juste à côté du Tchad. Il vient au Cameroun en proie à un grand conflit entre les côtés anglophones et les côtés francophones. Il vient au Cameroun qui vient de signer un accord de coopération militaire avec les Russes, la Russie, mais qui est aussi un pays pivot par rapport à la politique américaine dans la région de l'Afrique centrale, même si on n'en parle pas trop. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila a été traité par l'ambassade américaine au Cameroun. Le Cameroun se trouve à côté du Nigeria. Et juste après le Cameroun, il se rendra au Bénin parce qu'il y a toujours toutes ces revendications du patrimoine africain pillé par la France et le Bénin est en tête de pointe par rapport à cette lutte. Je pense que là-bas aussi, il faudrait aller parler aux Béninois. En fait, et au Bénin, apparemment, il y a aussi une montée de terrorisme, c'est ça? Ben, ce qu'on appelle terrorisme, bon, il y a des gens qui veulent juste maintenir certains pays africains dans la faiblesse et ça atteint toute la ceinture sahélienne. Posez-vous la question, la première puissance économique de l'Afrique, les Nigériens, sont incapables de venir à bout de quelques personnes qu'on peut facilement identifier. Où trouvent-ils leurs armes? Où trouvent-ils leur puissance? En fait, cette affaire de terrorisme, c'est un moyen trouvé par des pays occidentaux
pour maintenir certains pays dans la faiblesse. Vous serez tellement occupé à vous battre contre les terroristes que vous n'aurez pas le temps pour votre développement. Et en vous battant contre le terrorisme, c'est l'image du pays qui est dégradée, c'est les touristes qui ne viennent pas, c'est beaucoup de choses. Et c'est des maigres ressources qu'on pouvait consacrer au développement qui seront consacrées à la lutte contre le terrorisme. Donc, vous voyez maintenant que le président Macron, du côté du Bénin, il va orienter certaines revendications par rapport au passé de la France. Comme le Bénin est en pointe, il va orienter cela pour ne pas faire des émules un peu partout en Afrique. Et la Guinée-Bissau, c'est juste que après les anglophones, les francophones, le monde lusophone aussi aura son rôle à jouer. Et la France est en train de chercher à avoir aussi un pied dans le monde lusophone. Ils sont bien au Mozambique, avec l'exploitation du plus grand champ gazier d'Afrique et peut-être un des plus grands au monde. Et maintenant, ils sont aussi en Angola, qui est un pays pétrolier. Ben, en Afrique de l'Ouest, il faut quitter peut-être les précarés français, se retrouver en Guinée-Bissau, parce qu'avec la Guinée-Bissau, on surveille bien le Sénégal et on surveille aussi bien la Guinée aussi. Hein, tous ces pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire, à partir de la Guinée-Bissau, en dehors du précaré, on peut avoir une bonne fenêtre de vision pour surveiller tous ces pays-là. Donc, il a bien choisi sa tournée. Ben, les Russes arrivent en Afrique, ben, les Français doivent se bouger pour ne pas perdre leurs avantages. Est-ce qu'on peut penser que le Mali pourra servir de pays pivot pour la libération totale et la souveraineté des pays africains qui sont encore sous l'emprise de la France-Afrique? Le Mali peut être un pays pivot parce que c'est un pays qui montre l'exemple. Vous savez, c'est une grande culture. Hein. C'est le pays des Mansa Mankan Diabaté, c'est le pays de Sundiata Keïta. C'est un pays où il y avait une université millénaire à Tombouctou. Ce n'est pas n'importe quel pays, hein, même si la tendance, c'est un peu de snobber le Mali. Mais le Mali n'est pas n'importe quel pays. Et ce que la société civile malienne est en train de faire est inspirante pour toutes les sociétés civiles africaines. Et c'est que ces jeunes gens, ils sont de notre génération, peut-être un peu plus jeunes que nous, sont en train de faire au Mali, je pense à ce que les Occidentaux appellent péjorativement la junte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, la junte. La junte, ce n'est pas ailleurs. La junte, c'est que chez les autres. Les régimes, ce n'est pas chez eux. Chez eux, ils n'ont pas de régime. Les régimes, c'est chez les autres. Bon, ce qu'ils appellent la junte et les régimes est en train de faire quelque chose qui peut inspirer beaucoup de pays africains. Si le Mali s'est libéré, le Mali va aider à libérer les pays voisins. Et il y aura un effet boomerang, un effet de chaîne comme ça, et ça va inspirer d'autres jeunes dans d'autres coins de l'Afrique. Moi, je pense que c'est un bon départ. Hein? Comment ces deux visites donc, de Sergueï Lavrov au Congo-Brazzaville, Emmanuel Macron, comme on a dit, Cameroun, Bénin et Guinée-Bissau, sera perçu par les Africains, les peuples africains et leur diaspora, bien sûr, hein, qui luttent pour la démocratie, la liberté et la justice? Ce que je crains que ces visites soient perçues par beaucoup d'Africains comme la visite ou les tours qu'effectuent des garçons autour d'une belle fille à draguer, en fait. Ça, c'est le danger. Parce qu'ils vont se dire, ah, nous sommes tellement jolis, tout le monde nous drague. Ah ben, nous sommes jolis, vous voyez, les garçons qu'on appelle France est venu, l'autre garçon qu'on appelle Russie aussi est venu, je suis très, très joli, bon, je vais surjouer. Ça, c'est vraiment une erreur. Et il y aura les États-Unis aussi avec une loi qui va contrer tous ceux qui collaborent avec la France, qu'est-ce que je dis, la Russie, oui. Ce qui n'est pas normal. Hein? L'extraterritorialité de lois américaines, c'est quelque chose à combattre. Parce que l'hégémonie américaine n'est pas qu'économique, n'est pas que militaire, n'est pas que politique, elle est aussi juridique. C'est eux qui dictent toutes les lois. Et cette incongruité d'extraterritorialité de leurs lois nationales, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Alors, maintenant, c'est danger hein, de percevoir cette visite comme, bon, nous sommes jolis, on nous drague, ça c'est bien. C'est danger passé. Les autres doivent se dire que nous sommes importants, donc nous avons un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être digne de ce rôle? Il faut qu'il y ait une réflexion qui soit menée au niveau des scientifiques africains, au niveau des universitaires africains, au niveau de la société civile, sur comment on se positionne par rapport à notre position stratégique, par rapport à nos richesses,
comment on se positionne par rapport aux autres. Il faut que nous menions cette réflexion. Et le premier pilier de cette réflexion, c'est au niveau de la société civile africaine qui se bat pour la libération de l'Afrique. Il faudrait mutualiser d'abord les luttes, être conscient que quand on attaque un pays, c'est indirectement, on attaque tous les autres pays. Parce qu'eux, ils sont ensemble, mais ils viennent avec plusieurs visages. Parce que les gens peuvent penser que le Congo, la République démocratique du Congo est attaquée par les États-Unis, le Mali est attaqué par la France. Ils oublient que et les États-Unis et la France, ils sont tous sous le label de l'OTAN, donc les anglo-saxons. Donc, c'est le même ennemi qui a plusieurs visages. Alors, si vous voulez vous battre contre un ennemi qui a plusieurs visages, mutualisez vos forces, de telle sorte que, quels que soient les visages que présente cet ennemi, qu'il puisse trouver du répondant. D'où il faut faire une mutualisation de la lutte panafricaine pour la libération de nos différents pays, être conscient que ce qui touche les Maliens concerne les Congolais, ce qui touche les Congolais concerne les Camerounais, ce qui touche les Camerounais concerne les Zimbabwe, et ce qui touche les Zimbabwe concerne l'Afrique du Sud, tout comme ce qui touche la Libye concerne les Mali. Lorsque l'OTAN bombardait les Mali à la suite d'une résolution votée par l'Afrique du Sud, le Gabon et le Nigeria, certains Africains étaient silencieux, ne savaient pas qu'il y aura ce qu'on appelle terrorisme qui va débouler dans tout le Sahel, et que certains citoyens de l'Afrique centrale allaient mourir en Libye tout simplement parce que Kadhafi a été assassiné. Là, les gens ne l'ont pas vu. Mais ça, c'est un exemple qui doit ouvrir l'œil à beaucoup d'Africains se disant, ça s'est passé en Libye, mais personne n'imaginait que ça allait concerner tout le monde. Ça se passe au Mali, ça doit nous concerner nous tous. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça devrait concerner tout le monde. Et la guerre que l'OTAN mène en République démocratique du Congo, la société civile congolaise est au front pour tout le monde. Si cette société civile n'était pas au front, croyez-moi, on aurait fait du Congo-Brazza, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun une bouchée. Une bouchée. Si le Congo-Kinshasa réussissait à gagner en Afrique centrale et que le Nigeria réussissait à gagner en Afrique de l'Ouest, par exemple, et que le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire réussissaient à rejoindre, par exemple, le Nigeria pour cette lutte, demain, on aura une espèce des États-Unis d'Afrique ou une confédération africaine, ou même sur le plan économique, toute l'Afrique, on pourra voyager comme en Europe avec le phénomène espace Schengen, où quelqu'un peut prendre sa voiture, partir de Kinshasa jusqu'à Yaoundé ou partir de Yaoundé jusqu'à Abidjan sans rencontrer beaucoup d'obstacles. Donc, ça va développer la coopération sud-sud, les échanges économiques entre pays africains, et ça sera un grand progrès. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir la facilité de Kinshasa d'aller à Bruxelles. Il y a au moins la société belge qui dessert Kinshasa 7 jours sur 7, mais de Kinshasa pour aller à Abidjan, c'est le chemin de la croix. De la croix, oui. Et il faut passer par des sociétés, changer l'avion à Yaoundé, se retrouver, je crois, au Togo. Rien que pour ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses, mais les dirigeants qu'on a, qui ne tirent pas leur légitimité du peuple, mais tirent leur légitimité de l'Occident, jouent un rôle tellement néfaste que ce qui se passe au Mali et peut-être en République démocratique du Congo, avec toutes ces visites, doit être l'occasion d'une réflexion approfondie sur comment on libère notre continent sur le plan politique et qu'est-ce qu'on fait de cette libération sur le plan économique pour être efficace. Évidemment, lorsque vous dites avec toutes ces visites, vous avez parlé de la RDC. Dernièrement, on a suivi, je crois que c'était la société civile qui réclamait la présence de la Russie en RDC. Et très vite, je crois que ça a été étouffé, on n'en parle même plus. Que serait-il passé? La société civile a exprimé son ras-le-bol, parce qu'avec les Occidentaux, les résultats, on la connaît. On s'est battu contre un État occidental pour avoir notre indépendance, la Belgique. Dès 1961, c'est la guerre, parce qu'ils ne voulaient pas lâcher l'union minière du Haut-Katanga. On nous ramène un agent de la CIA au pouvoir, Mobutu. Il n'était pas là pour le bonheur du peuple congolais exclusivement, mais il était là plutôt pour la politique du containment, comment endiguer la protection de ce qu'ils ont appelé le communisme en Afrique. C'était ça sa priorité. Lorsqu'ils n'en avaient plus besoin, ils l'ont dégagé. Ils ont ramené leur ennemi d'hier, qu'on accusait d'être communisant, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila.
Ils l'ont ramené au pouvoir juste pour l'humilier, l'assassiner, parce que dans les maquis, il avait violé une Américaine blanche. Et là, les États-Unis... C'est une révélation que vous nous faites, là? C'est connu. Laurent Désiré Kabila avait violé une Américaine, j'oublie même son nom. Et même un des ambassadeurs américains disait que le monsieur croyait que nous, on avait oublié. Ah non, on n'a jamais oublié. Il a violé une Américaine, il doit payer. Bon, il a payé parce qu'on n'avait pas besoin de lui. On voulait se servir de lui pour défenestrer Mobutu. Mais il a payé parce que, je n'ai pas besoin de dire, entre guillemets vraiment, un nègre ne viole pas une blanche. Entre guillemets. Hein? Je choque volontairement. C'est un peu les tableaux. Hein? Je mets même peu dans leur tête. Ils se disent, un nègre ne viole pas une blanche, un Africain ne viole pas impunément une Américaine. Et il devait payer, et il a payé entre autres. Bah, après tout ce qu'ils nous ont ramené avec le pouvoir d'un de leurs agents connus, un mercenaire des États-Unis en Afrique, c'est Paul Kagame, on a vu les résultats, c'est des millions de morts et des pièges de matières premières. Bon, de temps en temps, il crie un peu démocratie, droits de l'homme, agora. Tout ça, c'est des mots creux pour nous maintenir dans une position de dépendance qui ne dit pas son nom. Si j'ai bien compris, les Occidentaux, en fait, utilisent les droits de l'homme juste parce qu'ils veulent prendre le contrôle des autres États, mais ce n'est vraiment pas pour promouvoir les droits de l'homme. Ah non, 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 non. Ça, c'est juste un épouvantail qui se servent pour subjuguer les autres peuples. Les droits de l'homme, les droits de l'homme occidental. En Afrique, lorsqu'ils crient démocratie, est-ce qu'au Rwanda, il y a démocratie? Pourquoi ils n'écrivent pas démocratie et droits de l'homme? On vient d'assassiner un opposant au Mozambique il y a 3 semaines, là. Vous avez entendu les auteurs occidentaux monter faire des communiqués? Paul Kagame a donné une interview sur France 24 où il a dit noir sur blanc qu'il est candidat aux élections présidentielles en 2024 et il est prêt à rester encore au pouvoir pendant 20 ans. Il n'a aucun problème avec ça. Vous avez entendu un quelconque pays occidental? Ceux qui ont crié pas de glissement pour Kabila, ils étaient prêts à envoyer même des GI, c'est parce que Kabila ne devait pas glisser. Et c'est lui qui est là depuis l'an 2000. Parce que c'est lui, hein, après Foster Bizimungu, c'était une marionnette. Il est là depuis déjà 1994, jusqu'en l'an 2000 comme vice-président, mais c'est lui qui dirigeait, et de 2000 à maintenant. Ça fait 22 ans qu'il est là. Il est prêt à rester 20 ans de plus, donc 42 ans. Il a dit comme ça. Sur une chaîne française appartenant au Quai d'Orsay. Vous avez entendu le moindre petit communiqué de la France en train de fustiger cela? Non. Quand on tue un opposant au Mozambique, du moment qu'il est en train de faire les sales boulots pour protéger les sans-gaziers de la région de Delgado au Mozambique, pour les Français et les Occidentaux, vous avez entendu les gens parler de cet assassinat parce que lui, il avait dit que c'est lui qui va s'opposer à leur cause. Il parle bien d'une cause. Ils vont le frapper sans pitié et il a dit publiquement qu'il va assassiner les opposants à l'étranger. Vous avez entendu les chantres des droits de l'homme protester par rapport à cela? Bon, on nous parle du droit de l'homme, de démocratie, lorsqu'il s'agit du Mali et de la Guinée. Mais au Tchad, le président Macron s'est déplacé lui-même pour aller placer quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en violation de la Constitution. La Constitution disait, en cas de la mort du président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Il ne peut pas se dire, ah non, moi je ne veux pas. Non, non, la Constitution, on obéit. Lorsque vous êtes élu président de l'Assemblée nationale, vous êtes au courant que la Constitution vous oblige. C'est une obligation obligatoire, vous oblige à prendre le pouvoir de transition lorsque le président meurt. Donc, on ne peut pas dire, ah non, le respect de la Constitution, c'est, voilà, quand ça m'arrange, mais comme on veut me mettre président du Tchad et que ça n'arrange pas la France, on met un peu la Constitution à côté, je me mets à côté pour qu'on mette un militaire qui est censé être son fils. On est venu nous expliquer ça ici. On a vu des théories capillotractées des Français. Alors là, on va nous parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, on a vu hein, en Belgique. On a vu en Belgique. Il y a des gens qui dorment avec des bébés depuis 4 mois dans la rue, dans le château là qui est à Bruxelles, où on va demander l'asile politique. Mais les Ukrainiens sont arrivés le même jour. On a trouvé des centres d'hébergement de maisons, pendant que des Afghans, des Africains sont là avec des bébés pendant près de 4 mois. Ils font la queue, ils dorment à même les trottoirs. Et ça, dernièrement, on a suivi, je crois, sur une chaîne étrangère où on a montré même un endroit qui avait été aménagé pour les réfugiés ukrainiens, mais qui ne sont finalement pas venus. Donc, c'est resté là. Voilà. Ben oui. Quand, par exemple, au Texas, on est en train de stériliser presque toutes les femmes de l'Amérique latine qui viennent aux États-Unis, on leur dit moindre problème de dysménorrhée, bon, vous passez chez le médecin sans, à votre insu, on vous stérilise.
ou quand les gens sont traqués dans des chevaux par des milices texanes, par des milices qui traquent les gens au Texas parce qu'ils ont traversé la frontière illégalement. Ça, c'est les droits de l'homme. Ou la façon dont on se comporte. Les droits de l'homme, c'est des droits de l'homme à géométrie variable. C'est juste un épouvantail qu'on nous brandit de temps en temps pour subjuguer certains peuples. Moi, je pense que les Africains doivent le comprendre et puis ne compter que sur eux-mêmes lorsqu'ils font quelque chose et ne jamais penser à ce que les autres peuvent... L'opinion des autres ne compte pas dans le comportement des Africains lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts. Et donc, vous êtes en train de terminer. Pourquoi est-ce que la société civile, malgré évidemment ce besoin manifesté, ils ne sont pas allés jusqu'au bout? Ben, la société civile n'est pas allée jusqu'au bout parce que les autorités pro-occidentales ont étouffé les mouvements. Ils ont étouffé les mouvements. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, lorsque vous manifestez, vous allez à l'ambassade russe et que, bon, un des hauts gradés de l'ambassade sort, vient parler à la société civile. Au fait, un État structuré va parler avec une société civile. C'est déséquilibré. Normalement, les autorités russes ont besoin d'un interlocuteur étatique. Si derrière, il y avait un parti politique structuré qui aspire à accéder au pouvoir, s'est présenté en disant, voilà, nous aspirons à accéder au pouvoir, voilà ce qu'on attend de votre pays, ça serait autre chose. Ou si l'État congolais s'impliquait en se disant, bon, voilà, avec les partenaires qu'on a, c'est des humiliations, c'est des sanctions, c'est des contrats léonins, nous voulons avoir un nouveau partenaire, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que les Russes peuvent faire? C'est juste sortir et dire, nous sommes sensibles à votre discours, nous apprécions que vous défiliez avec notre drapeau, nous apprécions que vous défiliez avec l'effigie de notre président, sachez que le peuple russe est à côté du peuple congolais, c'est des langages diplomatiques. Mais la réalité de l'affaire, c'est que nous ne pouvons pas traiter avec vous. La société civile, c'est qui? Vous n'avez pas la signature. Nous n'allons pas vous jeter les armes dans la rue. Voilà, il n'y a pas d'interlocuteur digne de ce nom. Alors, on va terminer donc avec cette dernière question. Quel avenir pour les relations entre la France et l'Afrique? Quand je parle d'Afrique, en fait, des pays qui sont sous, j'allais dire, en prise, la France, bien sûr. Un avenir brumeux. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été en contact avec la colonisation, les complexités sont en train de passer. Maintenant, en Afrique, de plus en plus, vont accéder au pouvoir les jeunes ou la génération de ceux qui n'ont pas été en contact avec la colonisation et la plupart ont fait des études dans des universités extérieures. Je vois très mal un président qui a étudié aux États-Unis être complexé devant un petit fonctionnaire français ou un ambassadeur français. Je vois très mal un président qui a étudié au Canada et s'est réveillé les matins et commencer à trembler devant l'ambassadeur de France. Je vois mal un président qui a fait des études d'ingénieur en Chine et qui, le matin, se réveille, il attend qu'est-ce que l'ambassadeur des États-Unis pense de telle ou telle autre politique qu'il va prendre dans mon pays. Donc, cet élément, c'est à prendre en compte. Le complexe du colonisé a disparu. Le monde évolue et les gens vont être de plus en plus vindicatifs, ils vont de plus en plus défendre leurs intérêts et de plus en plus revendiquer leurs droits. En face, on va se retrouver peut-être avec ces dirigeants, avec certains dirigeants qui sont nostalgiques de la France à papa. Mais le président Macron, il a quel âge? Lui aussi, il dit souvent dans ses discours que lui n'a pas connu cette époque. Il veut peut-être entretenir d'autres rapports avec l'Afrique. Il a fait son stage au Nigeria. Mais le seul problème, c'est qu'en un mandat, le président Macron ne peut pas changer tout un système. Il est président de la République. Ben, je ne pense pas qu'en 5 ans, il va chambouler tous les quais d'Orsay, il va changer tous les services de renseignement, démanteler tous les réseaux économiques, politiques. Ça va être difficile. C'est un processus. Les systèmes en France vont s'adapter petit à petit à la nouvelle donne. Ils vont vraiment se rendre compte que ça ne sera plus comme hier. L'ambassadeur de France peut se faire expulser d'un pays africain où les représentants de la MINUSMA, un Français, qui va mettre son tweet comme ça, il est au Mali, sans réserve aucun, il peut écrire tout ce qu'il veut sur Twitter, ben, il a 72 heures pour dégager. Ah ben, tout ça, ça fait que la France va s'adapter. Il ne va pas chercher à perdre son beefsteak, la France va s'adapter. Sauf qu'en s'adaptant, les Africains aussi s'adaptent. Donc, il y aura un rapport de force à celui qui défendra le mieux ses intérêts, c'est celui-là qui gagnera. Sinon, ça sera gagnant-gagnant. De toutes les façons, l'objectif ultime
des relations internationales, c'est la défense des intérêts des uns et des autres. Lorsqu'on trouve un point d'entente, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Lorsqu'on est faible, on est écrasé. Voilà, la France va s'adapter. C'est par là qu'on va donc terminer notre émission aujourd'hui. Merci, Karine Maïzo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir encore été avec nous aujourd'hui. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Partagez, likez. Ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Téler TV, alors ne manquez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.